le dernier chapitre de l'électromagnétisme dans la MPSI, c'est la magnétostatique. Qui dit magnétostatique, c'est l'étude du champ magnétique créé par un courant continu. Donc, pour cela, on va définir ce qu'on appelle la densité de courant. Et à partir de cette densité, on va définir l'intensité du courant, donc le vecteur densité de courant, selon la distribution, est-ce qu'il est volumique ou surfacique. Pour la distribution volumique, c'est JV égale ρ V ρ, c'est la densité de charge. Mobile, ce n'est pas le cas du champ électrostatique où les charges sont statiques, fixes. Là, c'est les charges mobiles, ça peut être des électrons, des protons, des ions. Rho égale NQ, avec N c'est la densité particulière. Densité particulière, c'est N divisé par V. Le nombre de particules d'électrons, par exemple, par unité de volume, c'est-à-dire par mètre cube. L'unité pour la densité de charge volumique, de courant volumique, c'est A, c'est l'ampère, mètre moins 2. V, c'est la vitesse d'ensemble des charges. Pour la distribution surfacique, c'est sigma V. Donc au lieu de ρ, on utilise V. Sigma, c'est la densité de charge surfacique mobile. L'unité, c'est ampère mètre moins 1. Après, on va voir, on peut déduire pourquoi on utilise ces unités. Exemple de calcul de J pour un disque tournant. Donc V, c'est R θ point, par exemple, de ce point-là, du point M. Donc R θ point, donc R oméga, suivant E θ, donc là c'est E θ, l'angle E θ. Donc V c'est R oméga fois sigma. Donc on peut définir pour n'importe quel point de ce disque la densité de courant, donc elle varie selon le rayon. Après, donc on peut définir l'intensité du courant en utilisant la densité de courant. Donc, l'intensité du courant, c'est le flux de J, c'est-à-dire la densité de courant, à travers la surface, par exemple. Là, par exemple, un conducteur cylindrique, par exemple un fil, vous avez un vecteur densité de courant. Donc, le flux à travers cette surface de J, donc, comme ce qu'on a défini déjà, donc double intégrale EDS. Là, on ne va pas écrire le cercle parce que ce n'est pas une surface fermée, c'est juste un disque. La surface, donc la section d'un cylindre, c'est un disque. Donc, le flux de J à travers S, c'est l'intensité, elle est exprimée en ampères. C'est pour ça qu'on a J en ampères mètre moins 2, parce que c'est multiplié par la surface. J fois S, ça donne I en ampères. Dans le cas d'une distribution, on peut prendre quelques exemples. Par exemple, pour ce cylindre-là, donc si J est constante, voilà, donc il faut intégrer ds, c'est RdR dθ, RdR dθ pour J. Voilà, donc on va intégrer, suivant R et suivant θ, donc c'est R carré, donc ce sera R carré sur 2, de 0 à R, et θ de 0 à 2π. Ce qui donne 2π fois R carré sur 2, ce qui lui donne la surface d'un disque. Donc cette surface-là, c'est π R carré fois J. Considérons J comme constante, mais si elle est fonction de R, il faut juste intégrer pour trouver l'intensité du courant. Dans le cas d'un conducteur cylindrique creux, par exemple, comme ça, donc un cylindre dans un cylindre, et un autre cylindre ici, et là on a, les charges. À l'intérieur, on a du vide. Donc à l'intérieur, ici, il y a du vide. Donc le courant va traverser cette partie-là. Donc si on intègre, donc on va intégrer JDS. Donc DS, RdR, dθ. Donc R, ça varie entre R1 et R2. Et θ entre 0 et 2π, ça nous donne, à la fin, puisque le rayon varie entre R1 et R2, ça nous donne I égale J
pi RE carré, moins R, c'est-à-dire R2 qui est le rayon externe, moins le rayon interne, au carré. Ça, c'est quelques exemples de calcul de l'intensité. Pour une distribution linéique, donc on peut dire en calcul, on peut appeler ça un flux, à travers la section, hein, la section d'une surface, ce sera une ligne, ça peut être une courbe. Par exemple, si la surface est une partie du cylindre, donc ça sera une courbe comme ça. Donc là, c'est U, le vecteur unitaire, perpendiculaire, dl, ah, ça sera r dθ, hein, r dθ, hein, donc j égale l'intégrale j dl u. Ben, selon j, c'est jeu est comme ça, donc il faut faire le produit scalaire, ça sera un cos alpha, etc. Mais là, on simplifie. Hein, par exemple, ils ont la même direction u et j. Hein, donc il faut juste intégrer j. Si j est constant, ce sera j fois l. Ce sera j fois la longueur. Si j dépend des variables d'espace, par exemple dx, par exemple si ça c'est x, ça, on va intégrer, c'est tout. Après, on définit ce qu'on appelle l'élément de courant. Hein, l'élément de courant, DC. Selon le courant, est-ce qu'il est surfacique, linéique ou volumique, on définit DC. Dans le cas d'une distribution linéique, c'est IDL. Hein. DL, c'est le déplacement sur la ligne. Et pour une distribution surfacique, c'est JS, c'est la densité de courant surfacique qu'on a déjà définie, donc sigma fois V. JS fois DS fois un élément, par exemple DS. Hein, donc cet élément DS, c'est J. JDS. DS. Hein. Et pour là, donc on va prendre un élément de volume, hein, un élément de volume quelconque. Et J fois dV ou dτ, ça donne DC. Hein, donc DC est là la même direction, même sens de J. Pour une distribution linéique, on ne définit pas de densité parce que c'est déjà linéique, une ligne, donc on définit directement l'intensité I. Et le DC, c'est IDL. C'est ce qu'on va utiliser pour déterminer le champ créé par une distribution quelconque. Pour cela, comme ce qu'on a déjà vu en électrostatique, donc pour déterminer la direction du champ, il faut étudier les symétries. Donc on commence par les symétries du courant. Donc un plan de symétrie, on dit que un plan comme celui-là, un plan de symétrie, si deux points sont symétriques par rapport à ce plan, et le vecteur DC, c'est-à-dire le courant élémentaire, DC, DC et, on va dire, les deux sont symétriques. Si P et P' sont symétriques, DC égale la symétrie. Ils sont images l'une de l'autre. Par exemple, si on a DC comme ça, ça sera comme ça. Donc, ils seront l'image de l'autre. Si DC dans cette direction, de l'autre côté, elle sera dans cette direction avec la même norme. Si on prend deux points symétriques par rapport à ce plan, les deux éléments de courant DC, hein, les deux éléments DC sont symétriques. Hein, comme ce qu'on a écrit ici. Donc DC doit être la symétrie de DC'. Dans ce cas, si on prend une distribution quelconque, en tout point P existe P'. P', 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 mais on a en tout point DC, DC' sont symétriques. L'une, l'image de l'autre part dans un miroir plan. Les plans d'antisymétrie, hein, pour les courants, si par exemple, ils sont antisymétriques, d'un plan d'antisymétrie. Par exemple, DC dans ce sens, de l'autre côté sera dans ce sens. Par exemple, là, il est sortant, et ici, il est entrant. Hein, sortant, entrant. Hein. Si on a vers le bas ici, là, ce sera vers le haut. Ils sont antisymétriques, c'est-à-dire, si je prends la symétrie, hein, la symétrie de celui-ci, c'est dans ce sens-là. C'est moins. Hein, la symétrie de celle-là, c'est celle-ci. Hein, donc DC et DC', hein, ils sont liés par le signe moins. Donc pi R est un plan d'antisymétrie, c'est DC égale moins DC'. Avec les points P et P' sont symétriques par rapport à ce plan. C'est-à-dire on prend n'importe quel point de cette distribution, par exemple celle-ci,
s'il est dans ce point, en ce point il est entrant, en ce point il sera sortant. Si en ce point il est montant, en ce point de symétrie il doit être descendant, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan d'antisymétrie. Ça sert à quoi? Ça sert à déterminer la direction du champ B. Puis les invariances, on a déjà vu l'étude des invariances qui permettent de déterminer les variables dont dépend le champ. Donc on a déjà vu pour le champ électrostatique. Les variables dont dépend la charge, c'est-à-dire la cause, c'est les variables dont dépend les effets, c'est les champs. La même chose, parce que le champ magnétostatique est dû à un courant. C'est selon les invariances du courant, on aura les mêmes invariances pour le champ B, le champ magnétique. Donc c'est le principe de Curie qui dit que les causes et les effets ont les mêmes, on va dire, propriétés d'invariance. Pour cela, on va surtout s'intéresser aux invariances élevées, par exemple, celle-ci. C'est ce qu'on appelle l'invariance cylindrique. Ce qu'on appelle la symétrie cylindrique. Si la distribution est invariante par translation R, rotation θ et translation Z, par exemple, une distribution de courant infinie, comme ça, J, on va prendre J uniforme. Donc il est invariant par translation Z, invariante par rotation θ, mais suivant R, voilà, J égale à 0, et là il y a J. Donc il dépend de J, et de la seule variable d'espace cylindrique, ne dépend que de R. Donc c'est une distribution à symétrie cylindrique. C'est-à-dire que autour d'un cylindre, sur la surface d'un cylindre, J reste constante. La même chose pour la symétrie sphérique. S'il est invariante par rotation θ et phi, pour trouver une telle invariance, une telle distribution, c'est pas évident, ça reste un modèle pour la distribution sphérique. Et pour la distribution plane, asymétrie plane, on va voir ça, donc c'est-à-dire un plan, si on prend un plan, donc J par exemple uniforme, donc il y a invariant, par exemple dans cette direction X ou Y, et la X, donc il y a invariance par translation X et par translation Y, avec un plan infini, mais suivant Z, elle varie, parce que là il y a J et là il y a 0. Donc dans ce cas, J reste constant sur un plan. Par exemple, Jx, si x est constant, J est constante. X égale constante, c'est-à-dire un plan parallèle, plan Y au Z. Donc, c'est ce qu'on appelle la symétrie plane. Ça sert à quoi? Ça sert à déterminer le champ d'une distribution à symétrie élevée. Et on va appliquer, par analogie avec le théorème de Gauss, ce qu'on appelle le théorème d'Ampère. Après, donc on a déjà vu pour le calcul du champ E, donc il y a la méthode directe en utilisant le champ créé par un élément, puis on intègre la même chose, ce qu'on appelle la loi de Biot-Savart. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc dC, dB. dB c'est mu0 sur 4pi, donc on a déjà vu 1 sur 4pi epsilon 0 pour le champ E. dC c'est l'élément de courant, donc il remplace dQ, vectoriel, UPM. Sur R carré, ou dC vectoriel PM sur PM3, il exprime en 1 sur R carré avec UPM. P c'est la position, parce que dC c'est un élément de courant, par exemple. On peut prendre dC dans cette direction, dC. Là c'est le point P, et là on a le point PM. On utilise la main droite, pouce index et le majeur, pouce vers, donc indiqué, moi. Donc, ça sera, donc si on prend ce schéma-là, donc DC, en utilisant la main droite, ça sera le pouce. Le pouce, c'est DC. L'index, ça sera PM. DC, il reste juste le majeur, il est entrant. Donc, le champ B va être entrant. Donc, il va former un trièdre direct, comme X, Y, Z. Donc DC, PM et B. Comme ça, on détermine la direction du champ élémentaire créé par un élément de courant. On peut voir dans un exercice qu'on appelle la loi de Biot-Savart avec mu0, c'est la perméabilité du vide, une constante qui caractérise
le milieu, c'est-à-dire le vide. C'est exprimé en Henri mètre moins 1. Et le champ, il est exprimé en Tesla. Il est exprimé en Tesla. Donc le champ, c'est ce qu'on appelle un vecteur axial. Pourquoi? Parce qu'il est déduit, il dépend de l'orientation de l'espace. Il est déduit d'un produit vectoriel de deux vecteurs. Donc selon la direction des vecteurs, il change de direction. C'est pas comme le champ E qui suit c'est-à-dire la source. C'est un champ radial, il est dirigé vers la source, c'est-à-dire vers les charges. Comme exemple, par exemple ici, donc on a dl, ça c'est dc, dc, vectoriel pm. Donc il reste bdb, donc il est entrant. Donc dc vectoriel pm, donc un triangle en utilisant la main droite. Vous voyez ici, donc A vectoriel B dans C, A vectoriel B dans ça, donc ça. DC, ou IDL, DC, la PM, DC, PM et B, en utilisant la main droite. On utilise directement c'est-à-dire ni démontrer, ni rien du tout. Il faut juste prendre un élément de courant, DC, puis appliquer la relation comme DE égale DQ sur 4 pi epsilon 0 R carré. Ou PM sur PM3, et puis donc il faut chercher la direction de E, puis là la même chose, on cherche la direction de B en utilisant les symétries. On va voir quelle relation existe entre les plans de symétrie du courant et les plans de symétrie du champ et les plans d'antisymétrie. Pour calculer le champ, il faut intégrer l'expression de la loi de Biot-Savart. Dans cette expression, il faut juste là, donc là, l'intégrer selon la distribution, selon DC. Si c'est linéaire, c'est une simple intégrale. Si elle est surfacique, DC surfacique, on voit ici JDS, donc c'est double intégrale. Et si elle est volumique, c'est JDF ou D2. Maintenant, les symétries du champ. Pour déterminer le champ, il faut déterminer sa direction. Donc, quelle relation existe entre les plans de symétrie du courant et le plan de symétrie du champ? Considérons, utilisons la main droite, donc DC, par exemple, pour P', DC vectoriel, donc là, c'est le point P'M, P'M, DC sortant, donc l'index vers le haut, le pouce vers le haut, vers l'extérieur, l'index vers M, et puis B, va être déterminé par, c'est en bleu, va être déterminé par le majeur, comme ça, perpendiculaire. Et puis pour DC, la même chose. DC sortant, le pouce vers le haut, l'index vers le point M, rouge, comme ça, PM. Donc la direction en rouge, ça c'est DB, en rouge. Qu'est-ce qu'on voit ici? Là, S c'est un plan de symétrie pour le courant, les deux sont sortants. Mais qu'est-ce qui se passe pour DB? Si je prends le moins dB', par exemple, je représente moins dB', ça, moins dB'. Comment il est moins dB' avec dB? Ils sont symétriques. Donc, DC égale symétrie de DC', dB égale moins symétrie de dB'. Donc, ce plan, c'est un plan d'antisymétrie pour le champ. Donc, un plan de symétrie pour le courant, c'est un plan d'antisymétrie pour le champ. Qu'est-ce qui se passe pour la direction? Bon, si je fais la somme de dB et dB', je trouve une direction perpendiculaire au plan. Donc le champ total, si ce plan est un plan de symétrie contenant M, le champ total sera perpendiculaire à ce plan. Donc on va dire le champ total en M est perpendiculaire au plan de symétrie du courant pi S contenant le point M. C'est-à-dire, si on veut déterminer la direction du champ, il faut chercher, on a un point M, il faut chercher un plan de symétrie qui passe par ce point M, un plan de symétrie pour le courant. La perpendiculaire, c'est la direction du champ B. Par exemple, si on prend en coordonnées cylindriques ER, Eθ, EZ, si on trouve par exemple ER, Eθ est un plan de symétrie pour le courant, donc B sera suivant Z. Maintenant,
Hein, ça, c'est le plan de symétrie pour le courant. Hein, pour le plan d'antisymétrie du courant, on voit DC sortant, DC', entrant. Hein, quelle relation de symétrie existe? Donc DC égale moins la symétrie de DC'. Hein, pour le champ, hein, en utilisant la même relation, donc pouce vers l'extérieur, l'index vers le point M et le majeur détermine le champ. Hein, pour P' c'est en bleu, pour P c'est en rouge. Ils sont symétriques. Donc un plan d'antisymétrie pour le courant, c'est un plan de symétrie pour le champ. Hein? Hein, un plan de symétrie. Un plan d'antisymétrie pour le courant est un plan de symétrie pour... Donc c'est l'inverse. Pour le champ E, le plan de symétrie de la charge, c'est un plan de symétrie pour le champ. Pour le courant, c'est l'inverse. Pour le champ B, un plan de symétrie pour le courant, c'est un plan d'antisymétrie pour le champ. Maintenant, pour déterminer la direction, il suffit de trouver deux plans d'antisymétrie du courant. Leur intersection détermine la direction du champ, puisque la somme est inclue. La somme de dB plus dB' est inclue dans ce plan. Donc B appartient au plan d'antisymétrie du courant. Hein, donc si on peut trouver deux plans d'antisymétrie, leur intersection détermine la direction du champ. Maintenant, on va voir comment appliquer la loi de Biot-Savart pour calculer le champ créé par une distribution de courant. Donc on va commencer par le champ créé par une spire en un point de son axe. Donc ça, c'est la spire parcourue par un courant constant I. A, c'est l'axe Z. Et M, un point de cet axe. On va étudier, pour déterminer le champ, il faut étudier les symétries. On peut même étudier les invariances. Donc, si on prend le courant, donc il fait comme ça. Donc, lorsque le courant circule, donc ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe Z, donc par rapport à l'axe Z. Donc, mais I, là, si on voit ici, ils sont antisymétriques de point de vue sens. Hein, donc, ils sont antisymétriques, ils ne sont pas images l'une de l'autre. Donc, l'axe OZ, si on prend aussi ces deux points, ça et ça. Donc, c'est antisymétrique. Ils n'ont pas le même sens. L'une, c'est pas l'image de l'autre, mais c'est l'image de moins l'autre. C'est-à-dire moins celle-ci, c'est celle-là. Donc, OZ, c'est un axe d'antisymétrie pour le champ, pour le courant. Donc, ça représente un axe de symétrie pour B. Donc, B va être dans cette direction BM. Il est suivant l'axe Z. On va étudier les invariances. Donc on a I, donc lorsqu'on fait le tour, θ, ben c'est le même I, donc il y a invariance par rotation T. I, mais si je suis ici, hein, I, si je me déplace suivant R, hein, donc il n'y a pas I ici, il n'y a pas I là, donc il n'y a pas d'invariance par translation I. Z, si on prend ce point-là, donc là il y a I, mais si je me déplace, il n'y a pas de I. Donc il y a invariance juste par rotation θ. Donc, je peux écrire B de M égale BR, hein, on peut dire BRZ, fonction de R et Z, suivant UZ. Hein. C'est l'axe de symétrie pour le champ. Mais puisqu'on va étudier le champ sur l'axe, hein, donc R égale à 0, donc ça sera BZ, hein, B de M, c'est BZ suivant UZ. On va appliquer la loi de Biot-Savart. Pour cela, on va prendre un élément DC. DC, il est tangent. Donc, DC, c'est dl uθ. Hein, dl uθ. Tangent au cercle. dl. dl. Donc, ds, c'est r dθ. Donc, ça sera r. Hein, I. DC, c'est I. dl, c'est I, r dθ uθ. Hein, donc la loi de Biot-Savart, c'est dB égale mesure sur 4P, DC vectoriel PM sur PM3. Ça, c'est PM. Hein, les suivants U. Et DC, c'est comme ça. Donc, c'est dans le plan dB, si on utilise la main droite, DC, hein, ça c'est le pouce. Le pouce. Ouais.
Ça, c'est l'index. Et le majeur va être dans ce sens-là. Hein, donc, perpendiculaire, B, c'est perpendiculaire à ce plan-là. Donc, dB, c'est mu0 sur 4pi dc vectoriel PM sur PM3. Donc, pour faire les calculs, on va projeter PM. PM dans la base, UR, UZ. Non, donc PM, c'est ça. Ça, c'est PM. Donc, la projection suivant UR, c'est moins R. Comme ça. Moins R, UR. Et suivant Z, parce que ça appartient au plan UR, UZ, ça sera Z, Z, UZ. Donc, PM, c'est moins R, UR, UZ, UZ. On fait le produit vectoriel. Uθ, UR, hein, donc Uθ, UR, Uθ, UZ. Donc, Uθ vectoriel UR, c'est moins UZ. Avec le signe moins, ça devient R, UZ. Et Uθ vectoriel Z, UZ, Uθ vectoriel UZ, c'est UR. Donc, c'est Z, UZ. Donc, on trouve cette expression de mu0. Mais puisque B est suivant UZ, on va projeter le dB. Hein, donc, on va projeter, c'est-à-dire on va faire le produit scalaire. Hein, dB scalaire UZ. Donc, ce terme va être éliminé. Qu'est-ce qui reste? Il reste juste ce terme-là. C'est-à-dire mu0i r carré dθ sur 4pi epsilon 0, 4pi PM3. Hein? C'est ça. mu0i r carré sur 4pi PM3 dθ. Bon, après, on va intégrer. Donc, si on a le cercle comme ça, hein? Donc ça, c'est alpha. Lorsqu'on fait le tour θ, hein, hein, le alpha ne change pas. Le PM, ce PM, ne change pas, c'est constant. Lorsque θ varie. Donc ce terme, lorsqu'on varie θ, tout ce terme est constant. Donc on peut même l'intégrer sans problème. Mais pour trouver une expression plus simple, donc on va remplacer PM, on va changer, c'est-à-dire trouver un seul paramètre, utiliser un seul paramètre. On va utiliser l'angle alpha. Donc, ça c'est alpha, ça c'est PM, là c'est R. Sin alpha c'est R sur PM. Donc, on remplace 1 sur PM3, hein, ce PM3 par R3 sur sin alpha, sur sin alpha, le tout puissance 3. Donc, ça nous donne cette expression-là. Hein, on va simplifier par R carré avec R3. Puis, on intègre, puisque le terme est constant, ne dépend pas de la variation θ. Donc, on varie, on calcule l'intégrale de 0 à 2pi. Pour tθ, on trouve l'expression finale qu'on peut retenir. mu0i sur 2r sin alpha cube uz. En 0, sin alpha, hein, donc alpha égale à pi sur 2. Hein, c'est-à-dire là, en ce point-là, hein, lorsque, comme ça, donc le alpha, c'est pi sur 2. Hein, ça devient mu0i sur 2r. Quand z tend vers l'infini, alpha tend vers 0, ce qui donne l'allure de bz. Donc, il est maximal quand z égale à 0. Si on prend une bobine plate, on peut s'inspirer du champ créé par une seule bobine, puisque c'est plat, l'épaisseur est très faible, donc on peut considérer que toutes les spires sont à la même position. Et pour déterminer ce champ B, hein, B total, on va appeler B total, B, hein, on va multiplier le champ créé par une spire, donc ce mu0i sur 2r, sin alpha q, on va multiplier par le nombre de spires n, et ça nous donne l'expression. Ouais, ça reste une expression, on va dire, approximative, hein, pour une spire plate. On va prendre une spire qui n'est pas plate, donc ce qu'on appelle un solenoid. Hein, donc c'est un enroulement régulier et jointé, donc de spires jointives.
c'est-à-dire l'une accolée à l'autre. Donc elle est caractérisée par sa longueur, L, et le nombre de spires. Donc on peut définir petit n sur L, c'est le nombre de spires par unité de longueur, c'est-à-dire par mètre. On peut écrire aussi dn sur dz. Donc du coup, on peut, un élément dz, c'est égal n dn. dn, c'est n dz. Le nombre dn. Donc on va écrire dn, c'est n dz. Là, on va utiliser ça, donc on va considérer une spire plate pour calculer le champ créé par ce solide. Donc selon le sens du courant, donc on a le sens comme ça du courant, donc le champ B, si on utilise la main droite, ça sera comme ça, donc avec la main droite, donc comme ça. Et là c'est le pouce qui indique le sens de B. Donc on peut ça c'est le courant qui sort par les doigts, donc le champ B va être dans cette direction, donc c'est-à-dire comme ça. Là, le parcours du courant, ça peut être dans ce sens, comme ça, ou dans ce sens, et dans ce sens-là. Après, on indique en utilisant la main droite, on peut déterminer le sens de B. Maintenant, pour calculer ce champ, créé par ce solenoïde de longueur L, donc on va étudier les symétries. Si on prend là, ça c'est l'axe Z, ça c'est l'axe Z. Deux points symétriques, on peut dire, si on prend ce courant-là et ce courant-là, ils sont symétriques par rapport au Z, mais dans le sens, ils sont opposés. Donc, au Z, c'est un axe d'antisymétrie pour le courant. Donc, pour la partie sortante, c'est vers le bas, et dans la partie entrante, c'est vers le haut. Donc, c'est OZ, mais de la même chose si on prend ici, donc en haut et en bas. Donc, c'est un axe d'antisymétrie pour le courant. Donc, cet axe OZ, c'est un axe de symétrie pour le champ. Donc, le champ, c'est suivant Z. Selon le sens du courant. Donc, ça peut être dans ce sens ou dans ce sens. Il faut juste utiliser la main droite. Après, on va voir dans un schéma comment utiliser la main droite. Donc ça, déjà la direction du champ B, c'est suivant EZ. Et pour les invariances, par rotation, avec, donc si on utilise les coordonnées cylindriques, par rotation, c'est le même I. Donc il y a invariance par rotation θ. Et si on fait la translation, là, il n'y a pas de courant. Pour Z, il n'y a pas de courant. Donc il n'y a pas d'invariance par translation Z. Donc là, I, mais là, c'est 0. Là, pour R, là, il y a I, ici, non. Donc, il n'y a pas d'invariance par translation R. Donc, B, fonction de R et Z. Mais puisqu'on va calculer le champ sur l'axe, on va prendre R égale à 0. Donc, ça devient BM, c'est BZ, UZ. Donc, c'est une fonction de Z parce qu'on prend un point de l'axe. Pour calculer ce champ, donc on va prendre le champ créé par une spire. Le champ créé par une spire, B, on va dire 1, c'est mu0i sur 2r sin alpha cube uz. Ça, c'est le champ créé par une spire. Si on prend un élément comme ça, de courant, donc il contient, c'est-à-dire de hauteur ou d'épaisseur dz, il contient quoi? Il contient dn. Et dn, c'est égal n dz. Donc, on va s'inspirer du champ créé par une spire plate, puisque dz il est très faible. Donc, on va multiplier ça par dn pour trouver l'expression du champ créé par l'élément. Donc, dn, et en remplaçant dn par n dz, on retrouve l'expression ici. db, c'est mu0 n dz i sur 2r sin alpha cube uz. Ça, c'est le champ créé par un élément dz.
dz. Avec petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. C'est une densité, on va dire, de nombre de spires. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste à intégrer. Pour intégrer cette expression par rapport à z, alpha varie. Et ça, c'est alpha. On va choisir ça, c'est alpha. Donc, que fait l'axe z avec m et la position? C'est ça, alpha. Donc, on va changer la variable, puisque lorsque z augmente, alpha varie. C'est-à-dire alpha varie avec z. Donc, on va utiliser tangente alpha. Tangente alpha, c'est tangente pi moins alpha, c'est la même chose. Quand on différencie, donc la dérivée de tangente alpha, c'est moins 1 sur sinus carré alpha. Donc, ce qui donne d2 de cette expression, ça donne ça. dz, c'est moins r sur sin alpha carré alpha, d alpha. Et lorsque z augmente, alpha diminue. Lorsque z augmente, alpha diminue. C'est pour ça qu'on a le signe moins. Si on choisit l'autre sens, on va éliminer le moins. Il faut faire attention avec d alpha et dz. Est-ce qu'ils ont le même sens? Donc, s'ils ont le même sens, ça sera plus. S'ils ont un sens opposé, selon le choix de alpha, on va prendre plus. Il faut faire attention avec dz et dr. Donc, le signe de dz avec le signe de alpha. Quand z augmente, alpha diminue. Donc, on va garder le signe moins. Et puis, on remplace dans l'expression, on va trouver ça. Moins mu0 ni sur 2 sin alpha d alpha. Donc, en simplifiant, sin alpha cube avec sin alpha carré. Et bon, on peut vérifier ça. Après, il faut intégrer. Donc là, on n'a qu'une seule variable, c'est alpha. On intègre entre alpha 1 et alpha 2. Alpha 1, c'est la plus grande puisqu'on monte dans ce sens. On monte dans ce sens. D'où, lorsqu'on intègre, donc moins sin alpha, c'est cos alpha. Donc entre alpha 2, alpha 1 et alpha 2, donc cos alpha 2 moins cos alpha, on peut voir ici le sens, comment déterminer le sens. Donc là, ça c'est le sens du courant, donc il sort par les doigts, et on détermine B avec l'index. On peut faire ça ici, on peut l'appliquer ici. Comme ça, on détermine le champ. Il faut faire attention lorsqu'on donne l'expression, comme ça, il faut faire attention avec le sens de parcours du courant. Surtout la partie extérieure, c'est-à-dire celle-ci. Est-ce que le courant est descendant ou montant? S'il est montant, donc ça sera B dans ce sens-là. Il faut toujours faire attention avec le courant qui sort par les doigts. Est-ce qu'il est montant ou descendant? Et puis, on peut déduire, si on augmente la longueur jusqu'à l'infini, donc que devient alpha 2, alpha 1? Donc, lorsque on prend un solenoïde infini, ou lorsqu'on dit L est très supérieur à R, au rayon, à R, donc on considère que c'est un solenoïde infini. Donc alpha 2 va tendre vers 0 et alpha 1 tend vers pi. En remplaçant ici, donc ça c'est 1, ça c'est moins 1, donc ça sera plus 1, donc C2, on va simplifier et on retrouve l'expression du champ créé par un solénoïde infini. Il n'y a pas de solénoïde infini, mais lorsque la longueur est très grande devant le rayon. Et on peut écrire B, on peut retenir ça. Maintenant, par analogie avec le théorème de Gauss, on a un théorème d'Ampère. Donc le théorème d'Ampère, donc il faut toujours étudier les symétries, les invariances, déterminer les variables dont dépend le courant pour déduire les variables dont dépend le champ, et puis appliquer le théorème d'Ampère. Que dit ce théorème? On a déjà vu ça, ce qu'on appelle. On a déjà vu l'intégrale B de dl. B de ds, c'est le flux. B de L, c'est la circulation. Donc la circulation le long d'un contour fermé qu'on va choisir d'une manière, on va dire, qui permet un calcul simple de cette intégrale, comme le théorème de Gauss. On choisit une surface qui permet un calcul simple du champ. La surface doit contenir le point M, où on veut calculer le champ. La même chose, la courbe qu'on choisit, c'est une courbe fermée. On voit bien l'intégrale fermée.
choisir une courbe fermée qui passe par le point M. Et on va l'orienter dans un sens. Vaut mieux de choisir le sens de I. Par exemple, si on a un seul courant, donc vaut mieux d'orienter toujours avec la main droite. Hein. Selon ce sens, l'orientation positive, c'est vers le haut. Donc, comme la main droite ou la règle du tire-bouchon, hein, c'est vers le haut. Donc, les courants qui sont vers le haut sont positifs et vers le bas, c'est négatif. Donc, que dit le théorème? La circulation le long d'un contour fermé égale mu0, la permittivité du vide, multiplié par le courant enlacé, ou les courants enlacés. C'est quoi le courant enlacé? C'est les courants qui sont entourés par la courbe choisie, ce qu'on appelle le contour d'ampère. Ici, on voit que I4, I3, I2 sont enlacés, I1 non, il est en dehors de la courbe. Et maintenant, selon le sens choisi, donc ça c'est le sens positif, selon cette orientation, avec la main droite, donc I4 est positif, I3 est positif, mais I2 est négatif, elle est vers le bas. Donc I enlacé, c'est I3, I3, I4, I4 et moins I2. Donc on fait la somme algébrique des courants enlacés. Dans ce cas, on a des courants, on va dire, une distribution discrète. Mais quand on a une distribution continue, donc le courant c'est JDS ou JDL, selon la distribution surfacique ou volumique. Donc la méthode, comme ce qu'on a déjà vu pour le théorème de Gauss, étude des symétries pour déterminer la direction du champ, des invariances pour bien choisir, c'est-à-dire déterminer les variables dont dépend le champ, c'est-à-dire pour bien choisir le contour d'ampère qui facilite le calcul. Donc comment choisir ce contour? Vaut mieux de choisir par exemple le point N ici, que B soit tangent. Comme ça, soit tangent. On a deux types de contours. Soit un cercle et B est tangent, soit un rectangle. Et B, il est en partie, par exemple ici, donc ici est tangent, ça peut être comme ça, et là, il est perpendiculaire, par exemple comme ça, perpendiculaire, donc BDL, là égale à 0, là égale à 0, et là c'est BDL et on intègre, B constante et on intègre. Donc on a deux types de contours qu'on choisit, un rectangle ou, dans la plupart des cas, mais parfois on prend des contours adéquats. Dans les cas qu'on va étudier, on va choisir soit un cercle, soit un rectangle. Et puis on applique le théorème d'ampère. Donc l'intégrale, circulation dl égale mu0 et enlacé. Et c'est tout. Et puis on passe aux applications. Donc on commence par, il faut toujours avoir la symétrie élevée. Symétrie surtout cylindrique ou plane. C'est ce qu'on utilise là, dans la plupart des cas. Donc un fil infini. Pour un fil infini, par exemple là, c'est un fil infini parcouru par un courant I. Si on étudie les invariances, les plans de symétrie, par exemple ER, EZ, ce plan-là, ER, donc c'est ER, EZ. ER, EZ est un plan de symétrie pour le courant. Le plan de la feuille. C'est un plan qui divise le courant. Si je prends comme ça, par exemple, ça c'est le fil. Il est divisé en deux. Donc on a I, I, I. Donc c'est symétrique. Donc le plan ER, EZ est un plan de symétrie. En utilisant la base cylindrique, un plan de symétrie pour le courant I, c'est un plan d'antisymétrie pour le champ B. Et puisque ER, EZ est un plan de symétrie, donc c'est un plan d'antisymétrie pour le champ, donc B perpendiculaire. Donc B sera suivant Eθ. Pour les invariances, donc il y a invariance par rotation θ, c'est le même I. On utilise des coordonnées cylindriques, puisque non, ça c'est le contour. Il y a invariance par translation Z. Invariance par translation Z. Donc c'est un fil infini et sur la charge, qu'est-ce que j'ai? Si je suis sur la charge, je fais le tour autour de la charge, ça garde le même I. Donc il y a invariance par translation Z et rotation θ. Mais ici il y a I
et à l'extérieur, I égale à 0. Donc il n'y a pas d'invariance par translation R. Donc B dépend de R. Donc il est B de M égale B fonction de R suivant Eθ. C'est ça le... Là on a ER, EZ. C'est le plan de symétrie du courant qui est un plan d'antisymétrie pour le champ. Donc le choix de la surface de gauche. Puisque B est suivant Eθ, donc on choisit un cercle. Comme ça il est tangent. Et puisque dépend de R, puisque quand R est constante, la norme de B est constante. Donc sur ce contour circulaire, qu'on appelle le contour d'Ampère, là le champ B, la norme est constante. Donc on va calculer l'intégrale B dl. B suivant Eθ et dl, c'est quoi dl? C'est R dθ Eθ. Hein? Parce que ça c'est petit r. Hein? Le contour d'Ampère, c'est un cercle de rayon petit r, position de M. Hein? Donc, passons par M. Donc, c'est un cercle, passons par M. Donc, l'intégrale, B, on a dit que B est constante sur ce contour. C'est bon? Donc, on le fait sortir de l'intégrale. Hein, ça donne ça. Et l'intégrale R dθ, pour tout le cercle, c'est de pi R. Hein, donc, l'intégrale, donc, quand on choisit le contour d'un cercle, c'est toujours l'intégrale B ds, c'est de pi R fois BR. Il reste maintenant de déterminer, il faut l'orienter, il est déjà orienté dans ce sens, dans le sens de I. Il vaut mieux de choisir le sens de I, comme ça on n'aura pas de problème. Dans le I enlacé, selon ce sens d'orientation, avec la main droite ou la règle de tire-bouchon, hein, donc on a l'index va être dirigé vers le haut, selon cette orientation. Donc I, I enlacé, c'est égal à I. C'est un seul courant, c'est ce courant-là. I est enlacé. I enlacé égale à I. Donc, intégrale B dl égale mu0 I enlacé. Donc, BR égale mu0 I sur le pi R. Donc, suivant Eθ. Ça, c'est le champ créé par un fil infini. Donc, on peut dire que c'est une expression à retenir. mu0 I sur 2 pi R. Pour un cylindre plein, infini, il ressemble à un fil infini. C'est la symétrie cylindrique. Donc, on peut dire le plan REZ est un plan de symétrie. Hein, ce plan-là, c'est un plan de symétrie. Donc, on a un JV, J volumique, divise des deux côtés hein, des J symétriques. Hein, donc, B suivant Eθ, comme on voit ici. Il y a invariance par translation Z, par rotation θ, donc il BR, comme un fil, BM égale BR suivant Eθ. Donc c'est une symétrie cylindrique, le contour d'Ampère, puisque B suivant Eθ, c'est un cercle qui passe par le point M, comme ce qu'on a déjà représenté ici. Ça c'est le contour d'Ampère qu'on oriente dans le sens de J, hein, dans ce sens-là, sens de parcours. Avec la main droite, ça nous donne le sens positif comme ça. Et donc après, l'intégrale BDL, on a déjà vu, c'est de pi R BR, puisque BR est constant sur le contour. Voilà, donc c'est de pi R BR à retenir, on l'utilise directement. Donc l'intégrale BDL, c'est de pi R BR. Il reste maintenant le I enlacé, le courant enlacé. Maintenant à l'intérieur, si je commence par l'intérieur, c'est-à-dire ce schéma-là. Le point M est à l'intérieur, donc je représente un cercle. Hein, donc, on va dire d'axe Z, passe par le point M, donc il est à l'intérieur. J, il est comme ça. Donc, I, l'intensité, c'est double intégrale. JDS, c'est cette surface formée par le cercle. Et puisque J est constant, ça sera J pi R carré. Donc, la surface d'un disque, c'est pi R carré. Avec R, petit r, c'est la position du point M, petit r. Donc, I enlacé, J pi R carré, avec 2 pi RB, en faisant l'égalité, ça nous donne ça. En divisant par 2 pi R, ça nous donne l'expression du champ créé à l'intérieur du cylindre plein. C'est-à-dire, il y a plein de charges mobiles avec une densité de courant J comme ça. Si on veut calculer l'intensité du courant total, I, c'est J fois ds,
c'est toute cette S-là. Ça sera J pi R carré. Ça, c'est le courant total. Intensité, mais là, c'est juste le courant en lasse. C'est J pi R carré. Tout on va dire, tout le cylindre, ce sera I égale pi R carré à un point donné, par exemple, un point ici. Donc ça, c'est le champ créé par un cylindre, hein, donc plat, avec une densité volumique. À l'extérieur maintenant. À l'extérieur, ça ne change pas, cette intégrale. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste I enlacé. Ben, par exemple ici. I enlacé, on a le courant à l'intérieur ici. Donc ça sera quoi ce courant-là, ce disque-là? Comme ce disque-là. Hein, donc le courant, I enlacé, donc entre le cercle, le contour d'ampère et le cylindre, il n'y a pas de courant. Mais le courant, il existe juste dans le cylindre. Si je représente le contour d'ampère ici, donc ça sera I enlacé. Le courant total, c'est J pi R carré. On va dire I. Hein, donc à l'extérieur, BDL égale BR de pi R, et enlacé, c'est I. I égale J pi R carré. R grand R. Hein, donc, hein, soit je remplace par J pi R carré, je simplifie par pi, ou je garde I. Hein, je vois bien que le champ, il ressemble à celui créé par un fil infini à l'extérieur. Parce qu'un fil infini, c'est un cylindre. Juste qu'on a négligé son rayon ou la section. Donc c'est mesure I sur 2 pi R. Pour le champ, on voit bien que c'est un champ continu. Hein, donc entre l'intérieur et l'extérieur, donc point petit r égale grand R, le courant, en remplaçant petit r par grand R, ça donne mu0 J sur 2, mu0 J grand R sur 2. Hein, donc, le champ, pour une distribution volumique, le champ magnétique est continu. Maintenant, une distribution surfacique. Là, on peut avoir la discontinuité. C'est un plan infini, hein, dans les directions X et Y, G suivant Y. Donc, les éléments de symétrie, hein, qui passent, on va prendre le point M, puisque c'est infini, on va prendre le point M là, Z, hein, sur l'axe Z. Donc, le plan YZ, c'est un plan de symétrie pour le courant, hein, parce qu'on a ici J, J, ils sont symétriques, hein, parce que ça, c'est, donc ils divisent comme ça. Le plan, il divise la distribution. Donc c'est un plan de symétrie, donc B sera perpendiculaire, parce que c'est un plan d'antisymétrie pour le champ, donc il sera suivant X, soit comme ça, soit comme ça. Si on utilise la main droite, hein, J, PM, hein, donc J, PM, on va dire EY vectoriel EZ, ça donne Y vectoriel, ça donne EX, donc B sera suivant EX, comme ça. Le champ total. Maintenant, les invariances. Hein, les infinis suivant X et Y, donc il y a invariance par translation X et Y, donc B suivant Z. Donc B, hein, en M, ça sera fonction de Z suivant EX. C'est ça le champ. Donc c'est une symétrie plane. C'est ce qu'on a trouvé ici, donc les invariances, etc. Donc comment choisir maintenant? Je vous ai dit que on a deux types de, on va dire, courants de contour d'ampère, soit un cercle, soit un rectangle, qui contient toujours le point M. Par exemple, un point M de code Z, ici. Et donc on va toujours prendre le contour qui passe par le point M. Puisque B n'est pas tournant, n'est pas suivant Eθ, on ne va pas prendre un cercle, on va prendre un rectangle ou un carré, ce que vous voulez. On va prendre un rectangle pour ne pas prendre un cas particulier. Comment il va être ce rectangle? Il ne va pas être n'importe quel rectangle. Donc pour la longueur, L, on peut la choisir quelconque. Mais pour la hauteur, c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce que ce plan-là, c'est un plan de symétrie pour le courant, donc un plan d'antisymétrie pour B. Donc B en haut,
et avec B en bas, puisque ça dépend de Z, donc B de Z égale moins B de moins Z. Ils sont antisymétriques. Parce que le plan X ou Y est un plan de symétrie pour le courant, donc d'antisymétrie pour B. Donc les deux champs sont inverses, de même norme, parce que B ne dépend que de Z. Donc comment choisir le contour? Il faut choisir un contour de hauteur de Z, pour prendre Z et moins Z. En norme, ils ont la même norme. Et après, on calcule l'intégrale BDL, cette intégrale fermée qu'on va l'ouvrir, et ça nous donne quoi? Donc on va ouvrir donc on voit ici, donc BDL, c'est BDLP entre P et S, puis SR, puis RQ, puis QP. Donc on va parcourir le rectangle. Donc on a B est suivant EX. Donc dans les parties SP et R, il est perpendiculaire parce que B en tout point, donc c'est perpendiculaire. Donc ce produit scalaire est nul. BDL, donc SQ et SP, dans cette partie-là, et cette partie-là, il est nul. Donc P donc ces deux parties vont être nulles. Donc PS et RQ. PS et RQ, il reste quoi? Il reste SR, SR et QP. SR et QP. C'est l'intégrale BZDX, BZDX entre S et R. Donc R, donc c'est moins L sur 2 à L sur 2, c'est là. B, puisque B et E et DX, DL c'est DX, EX. Et B c'est suivant EX, donc produit scalaire. Donc le choix de... On a toujours le choix du sens de parcours. Toujours doit coïncider avec le sens de J. En utilisant la main droite, c'est ce sens. Parce que J ici, il est entrant. Vaut mieux, mais si vous pouvez choisir le sens inverse, il faut faire attention dans le calcul d'intégrale, surtout dans les bornes. Dans les bornes, on va dire de S à P, c'est de moins L sur 2 à L sur 2. Et pour B moins Z, dans cette partie-là, B moins Z, c'est de L sur 2 à moins L sur 2. De L sur 2 à moins L sur 2. Donc on va remplacer B de moins Z par B de Z et on va inverser les bords. Vous voyez ici, les bords sont inversés. Donc moins L sur 2 et là de L sur 2 moins L. Donc on va multiplier par moins 1. B de moins Z, ça devient BZ. Donc ça sera moins B de Z. Avec ce L sur 2 à moins L sur 2, on va l'inverser. Et ça nous donne ça. 2 fois. Ça sera 2 fois cette intégrale. BZ est constant sur cette partie-là. Là, quand on intègre dx, de moins L sur 2 à L sur 2, c'est L. Ça nous donne 2 fois BZ. Et ça, c'est l'intégrale. C'est la circulation de B sur ce contour rectangulaire. Il reste enlacé. Il se trouve enlacé. Les courants, ils se trouvent juste là. Et enlacé, c'est l'intégrale JDL, puisque c'est surfacique. On a déjà dit que I égale l'intégrale J dLU. U perpendiculaire. Perpendiculaire, on va prendre le sens d'orientation. C'est le sens de U, c'est là où il faut faire attention. Si on choisit le sens inverse, donc U sera dans le sens sortant. Là, on a U dans le sens entrant. Le sens entrant. Le sens de U. Comme ça. Comme J. Donc dx, y, x, y, il est entrant. On intègre entre moins L parce que le courant se trouve juste ici, donc moins L sur 2 parce qu'il y a aussi là, il y a le courant à l'extérieur. Nous, on va s'intéresser à l'intérieur, c'est le courant en lasse, c'est-à-dire à l'intérieur de
du contour, c'est-à-dire cette partie-là. C'est J, donc on intègre entre moins L sur 2, L sur 2. Ça nous donne J fois L. Et après, en faisant l'égalité entre 2BZL et JL fois mu 0, ça nous donne, pour Z positif, c'est ce qu'on a essayé de calculer là, c'est mu 0 J sur 2 EX. Et puisque c'est antisymétrique, pour Z négatif, ça sera moins mu 0 J sur 2. Voilà, donc c'est un champ uniforme. Si on se rappelle le champ créé, électrostatique créé par un plomb, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Et là, c'est mu 0 J. Il y a une analogie entre les deux. Sauf que ici, le champ est suivant X, et pour eux, c'est suivant Z. Hein, donc, radial, axial. Donc, toujours le champ E dirigé vers les charges. On va dire, il est axial, il ne se dirige pas, il diverge, il ne converge pas vers les charges. Et on peut représenter, on voit bien une propriété qu'on a déjà vu pour le champ E. B aussi, il est à la traversée d'un courant surfacique. B, quand il est, donc pour E, quand il est normal, il subit la discontinuité de sigma sur epsilon 0. Mais pour le champ B, il subit une discontinuité de mu 0 J. Pour l'autre, c'est sigma sur epsilon 0. Donc il y a une analogie mu 0, 1 sur epsilon 0. J, c'est sigma. Hein, donc B0 moins B0 plus égale mu 0 J, EX. EX, c'est quoi? C'est EY vectoriel EZ. EY, c'est J et EZ, c'est le passage du milieu 1, 1 vers 2. Hein, donc c'est Z. Donc on peut remplacer EX par N1, 2. Bah, la relation générale, c'est ça. BZ moins B de moins Z, ou par exemple Z0 plus moins BZ0 moins, c'est mu 0 JS vectoriel N1, 2, c'est-à-dire le passage de 1 vers 2. C'est Z, de moins Z à Z. Et enfin, par analogie, on va étudier le dipôle magnétique. C'est quoi un dipôle magnétique? Par analogie, juste par analyse des lignes de champ. Donc un dipôle magnétique, pour le dipôle électrostatique, c'est l'ensemble de deux charges, Q moins Q, caractérisé par P, comme ça, Q fois NP. Le dipôle magnétique, c'est juste une boucle de courant. Un anneau, une spire, là, ça représente un dipôle magnétique. Il est caractérisé par son moment M, son moment dipolaire qui est égal à S fois S, vecteur S, orienté toujours avec la main droite. Donc IS, c'est le moment dipolaire, le moment magnétique. Donc par analogie, si on voit les lignes de champ d'un dipôle électrostatique et d'un dipôle magnétique, c'est-à-dire une spire en utilisant l'émail de fer, on voit que lorsqu'on s'éloigne, on ne va pas travailler ici, c'est-à-dire là, là, ils sont identiques. Ils ont la même forme. Donc cette forme avec cette forme, cette forme avec cette forme. Donc loin des dipôles, il y a une analogie, ils ont la même topologie, on va dire, ils sont identiques, de forme identique. Donc on déduit le moment où le champ créé par un dipôle magnétique à partir du champ créé par un dipôle électrostatique, en remplaçant P par M, 1 sur 4 pi epsilon 0 par mu 0 sur 4 pi, R3, 2 cos θ, c'est la même chose. 2 cos θ, il faut juste ça. On va toujours étudier ou déterminer le champ par analogie avec le dipôle électrostatique en remplaçant P par M. 1 sur 4 pi epsilon 0 par mu 0 sur 4 pi. Et c'est tout. Et on exprime directement le champ. On peut aussi exprimer le champ la forme intrinsèque en utilisant le moment et la base intrinsèque. Et on trouve l'expression du champ. Dans un champ extérieur B0, donc l'énergie, c'est, donc pour le champ électrostatique, c'est, on va dire électrostatique, c'est moins P scalaire E0. Pour le magnétique, c'est moins le moment fois B0.
Hein, il y a l'analogie entre les deux. Et toujours les, on va dire, les positions d'équilibre. Donc, M va être orienté vers la direction de B0. C'est la position la plus stable. Par exemple, B0 comme ça. Donc, à la fin, M, la plus stable, ça doit être, bon, c'est-à-dire si on prend une spire, ce sera comme ça. Dans un champ, il va être orienté dans un champ magnétique extérieur, comme dans la figure. C'est une position d'équilibre stable. Comme ça, on a fini l'électromagnétisme et le programme de la MPIC. Et merci.